Avant de commencer la vidéo, petite parenthèse, mon livre, l'histoire de la NBA comme vous ne l'avez jamais lu, est enfin sorti. L'idée du livre est simple, raconter les grandes époques de la NBA comme si elles appartenaient à des univers de cinéma, de séries ou de manga. Chaque chapitre plonge dans une ambiance différente pour revivre ces histoires autrement. Si ça vous intrigue, que vous aimez la NBA et la pop culture, vous trouverez toutes les infos dans la description. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça faisait longtemps et je sais que certains étaient très impatients, on repart enfin sur un Airball Project. Et cette fois, pas de sondage Instagram, je vous le dis direct, c'est moi qui impose. Pourquoi ? Parce que AJ Dibonsa est devenu incontournable. Sa saison est terminée, on a enfin le recul nécessaire et surtout assez de matière pour vraiment creuser. Donc je me suis dit, on n'attend pas, on relance les Airball Project avec lui. Mais rassurez-vous, c'est exceptionnel, pour le prochain Airball Project, je vous redonne la main comme d'hab. Alors si vous voulez choisir les prochains prospects qu'on va étudier ensemble ici, venez me rejoindre et abonnez-vous sur Instagram pour participer au sondage. Vous votez, vous tranchez, et derrière je construis les épisodes avec vous. Et du coup, si vous aimez ce format, pour ne rien manquer de la suite, parce qu'il va y en avoir d'autres, abonnez-vous également ici sur YouTube et sur Spotify pour faire toutes les formalités dans leur intégralité. Mais ouais, aujourd'hui on va parler d'AJ Dibonsa, et comme d'habitude on va faire ça simplement. Pour commencer, on va essayer de comprendre d'où il sort, qui est ce joueur, quel est son parcours. Ensuite on étudiera ce qu'il a montré à BYU cette saison, histoire de comprendre pourquoi les mock drafts le placent aussi haut. Après on attaquera le scouting, ses forces et ses principaux points à travailler, ce sera le cœur, le noyau de cette vidéo. Et puis pour finir, on parlera comparaison de joueurs du présent et du passé, puis fit, histoire d'avoir tous les éléments pour essayer d'anticiper ce que ce joueur pourrait devenir en NBA d'ici quelques années. Alors si vous êtes prêts pour AJ Dibonsa et la reprise des Airball Project, installez-vous bien, on lance ça tout de suite. Allez, avant même de parler du joueur, vous l'avez compris, je trouve ça important de comprendre d'où il sort. Parce qu'aujourd'hui, le nom d'AJ Dibonsa circule partout, mais évidemment son histoire n'a pas commencé cette année. Déjà son vrai nom c'est Anicet Dibonsa Jr. Il est né le 29 janvier 2007 dans la région de Boston, et il a grandi à Brockton dans le Massachusetts. Je trouve que c'est important de le rappeler parce qu'on parle pas d'un prospect qui était forcément promis à la hype, on parle d'un gamin de Brockton, qui sort d'un environnement populaire et qui malgré tout est devenu très tôt l'un des plus gros espoirs de sa région depuis un moment. Et derrière ce parcours, il y a un cadre familial très fort. Son père, Ace Dibonsa, est né au Congo et a grandi en partie en France avant de s'installer aux États-Unis. Sa mère, Chelsea, est originaire de Jamaïque de son côté. Et très franchement, tout ce qu'on lit sur lui va dans le même sens. AJ n'a pas grandi seul avec son talent. Sa famille a encadré son parcours de très près, avec un vrai cocon structuré autour de lui. Je le répéterai jamais assez, le milieu, le cadre familial, c'est souvent primordial pour le développement d'un jeune joueur. Et dans ce contexte, le gamin a pu se développer dans des conditions optimales. Le basket évidemment avait une place essentielle autour de lui, mais pas de pression non plus. S'il voulait occuper son temps libre autrement qu'avec une balle orange, aucun souci. Par exemple, AJ adorait Spider-Man quand il était petit, et visiblement c'est parce qu'il a eu un petit panier à l'effigie du super-héros quand il était gamin qu'il a commencé à kiffer le basket. AJ au final à la base il était comme tous les gosses, un gamin qui joue, qui imite des super-héros, mais qui mine de rien comprend très vite qu'il a quelque chose de spécial. Parce que ouais, très rapidement il a progressé jusqu'à arriver au lycée de San Sebastian. C'est à ce moment-là que vraiment il commence à tout péter. En freshman, il tourne déjà à presque 19 points, près de 10 rebonds, quasiment 3 passes et plus de 2 contres, avec plus de 60% de réussite au tir et plus de 40% à 3 points. Son équipe termine à 26 victoires pour 2 défaites, et lui est élu joueur de l'année de son état par Gatorade. En gros, dès sa première année au lycée, tu comprends très vite qu'on n'est plus juste sur le gros prospect du coin. Là, on est déjà sur un joueur qui dépasse largement ce cadre-là. Et à partir de là, tout s'accélère, très vite même. Il quitte rapidement le Massachusetts pour Prolific Prep en Californie, et là on change d'échelle. L'été 2023, il mène le pitch jam au scoring. En parallèle, il gagne avec Team USA, brille au Hoop Summit, se fait inviter au McDonald's All-American et au Jordan Brand Classic. Franchement, avant même la fac, il avait déjà validé quasiment tout ce qu'un prospect superstar est censé valider. Et là, tous les gros programmes universitaires forcément s'intéressaient à son cas, Kansas, North Carolina, Alabama. Et pourtant, en décembre 2024, il choisit BYU, et forcément ça a surpris pas mal de monde. Il y avait les sponsors et les dollars à la clé évidemment, tout le monde en a parlé, mais pas seulement. Dans ce choix, il y avait aussi la famille, le développement, la confiance dans Kevin Young le coach, mais aussi le cadre, les études, tout ça, et au fond ça résume assez bien le personnage. AJ Dibonsa, c'est pas un bandeur de hype, c'est surtout un gamin qui fait les bons choix en essayant de faire à chaque fois ce qui est le plus intelligent pour la suite de sa carrière.
Parce que Dibanda, physiquement, c'est déjà un vrai profil NBA. Il a 19 ans, il mesure 2m06, pèse 95 kg et a une envergure de 2m11. Donc déjà, de base, vous avez un ailier grand, long, jeune et surtout très fluide. Ce n'est pas un tank à la Zion, ce n'est pas non plus un grand tout raide. C'est plutôt ce type de joueur qui se déplace avec une vraie aisance, qui court bien sur tout le terrain, qui monte vite au cercle et qui peut évoluer entre le poste 2 et le poste 3 sans que ça choque personne malgré sa taille. En gros, dans le style AJ, il a absolument tout d'un énorme scoreur. Et quand il arrive à BYU, la vraie interrogation, ce n'est pas de savoir s'il a du talent, ça tout le monde le sait, c'est plutôt de savoir comment il va pouvoir vivre et se développer avec autant d'attentes sur le dos. Et très vite il a rassuré. Dès ses premières semaines, AJ Dibanda s'est imposé comme le visage du projet. BYU ne l'a pas caché, ne l'a pas couvé, ne l'a pas mis dans un petit rôle tranquille de freshman de luxe, non, on lui a donné des responsabilités, des ballons, des tirs, de la création, et on lui a demandé de produire tout de suite. Dans une Big 12 toujours très dense, l'équipe a été sérieuse, compétitive, capable d'accrocher de belles équipes, même si elle a aussi connu des passages plus irréguliers. Mais au milieu de tout ça, AJ, lui, a tenu son rang. Il a tourné à plus de 25 points, près de 7 rebonds et presque 4 passes. Pour un freshman aussi attendu, franchement, c'est du très lourd. Maintenant, on va pas raconter n'importe quoi, sa saison n'a pas toujours été simple non plus, tout n'a pas été rose. Il y a eu de la pression, des soirs plus durs, des passages moins propres, mais ça arrive à tout le monde, et justement c'est aussi ça qui rend son passage à la fac intéressant, parce qu'il a montré qu'il pouvait prendre feu, produire contre de vraies défenses NCAA, et porter BYU jusqu'à la March Madness. Collectivement, on ne parle pas d'une saison qui restera dans l'histoire, mais pour lui, individuellement, c'est clairement une saison qui valide beaucoup de choses. Et quand est arrivée la March Madness, justement, là, il a eu affaire avec un tout nouveau test. Mais le tournoi ne lui a pas vraiment laissé le temps de s'installer. Premier tour contre Texas, match tendu, physique, fermé, exactement le genre de contexte où tu vois tout de suite si un freshman ultra médiatisé est prêt à répondre présent. BYU perd 79-71, donc ouais, collectivement ça reste une déception, surtout quand tu te dis qu'il y avait la place pour faire mieux. Mais malgré cette sortie rapide, ce qu'on retient surtout c'est qu'avec 35 points inscrits ce soir-là, AJ valide son statut. On n'est plus juste sur un phénomène dont tout le monde parlait. Là, on parle d'un joueur qui a déjà montré qu'il pouvait produire, assumer du volume et exister dans un contexte NCAA très exposé. Et quand on regarde les mock drafts aujourd'hui, on voit tout de suite que le mec est installé tout en haut. The Athletic, Envergure, CBS Sports, Tankathon, NBA Draft Room et j'en passe, à peu près tout le monde le met premier ou tout près. La petite nuance récente, elle vient surtout d'ESPN, qui le place numéro 2. Donc oui, il reste un mini débat avec Darren Peterson, mais globalement, on parle quand même d'un joueur très crédible pour finir pick numéro 1. Et pour comprendre pourquoi il est tant attendu en NBA, évidemment, il va falloir qu'on examine son jeu. Et là, s'il y a quelque chose qui explique pourquoi il y a autant de hype aujourd'hui autour de lui, c'est sa capacité à créer son tir en isolation. Le truc chez lui, c'est qu'il n'a pas besoin que tout soit nickel autour de lui pour exister. Il n'a pas besoin d'un écran parfait, d'un système hyper sophistiqué ou d'un coéquipier qui lui mâche déjà le boulot. Il peut prendre le dessus sur son défenseur, lire les espaces, changer de rythme, poser un ou deux dribbles, puis se créer son tir. Ça, franchement, en NBA, ça vaut très cher. D'autant plus qu'il peut le faire de partout, à 3 points, à mi-distance et surtout près du cercle. En gros, il a déjà un vrai bac de grand ailier capable de générer de l'attaque par lui-même, et ça, c'est très fort. Et ce que j'aime bien chez lui, c'est que même s'il est super spectaculaire, je lui enlève pas ça, c'est pas un gars qui constamment va chercher des highlights. Il a vraiment un super footwork et un jeu de feinte très développé, et ça lui aide vraiment à créer la séparation. Avec sa taille, son envergure et son point de relâchement très haut sur son tir, il a déjà ce profil de créateur en 1 contre 1, capable de sauver, en isolation, une possession qui à la base partait très mal pour son équipe. Par contre, là où ça se complique un peu, c'est vrai, c'est que parfois il a tendance à prendre des tirs trop difficiles. Visuellement, ce qu'il fait est fort, parfois même très fort, mais quand un joueur aussi jeune commence à trop aimer la difficulté, il se met aussi à accepter un niveau de risque énorme parfois, alors qu'il y a des solutions plus simples. Et ce qui est assez chelou le concernant, c'est qu'il a parfois l'air plus à l'aise sur un tir compliqué en pull-up que sur un catch and shoot pourtant beaucoup plus propre. Ceci dit, c'est pas dramatique, je trouve pas ça non plus ultra alarmant, faut surtout qu'il apprenne à doser. D'abord parce qu'il portait une énorme charge offensive à BYU, donc forcément sa sélection de tir n'allait pas être parfaite. Ensuite parce qu'il reste productif globalement, efficace, et qu'il provoque aussi des fautes. Donc pour moi le talent n'est pas du tout le sujet ici. Là-dessus on est surtout sur une question de discipline, de hiérarchie dans ses choix. Avec l'âge il devra mieux apprendre à trier certaines possessions, simplifier un peu son jeu quand il le faut, et garder les gros tirs pour les vrais bons moments. Je l'en pense capable. Par contre, s'il ne le fait pas, là oui, ça peut finir par limiter un peu son plafond offensif chez les pros. Mais bon, en vrai, je le pardonne rapidement parce que balle en main, on parle d'un joueur tellement fluide. Je vais pas mâcher mes mots sur ce coup-là, ses appuis me font littéralement rêver. Malgré une taille de 2m06 et une grande envergure, AJ est un joueur super coordonné, il glisse presque sur le terrain, il peut enchaîner dribble, prise d'appui, accélération, feinte, tir ou finition sans donner l'impression de lutter contre son propre corps. Et ça franchement ça compte beaucoup parce que des jeunes prospects ultra athlétiques, il y en a plein, des gars de cette taille-là qui sont aussi fluides, aussi coordonnés, il y en a déjà moins. Et l'autre truc que j'aime bien chez lui, et qui va parfaitement avec ça, c'est la finition. AJ, vous vous trompez si vous pensez que c'est juste un gars capable de se créer des tirs compliqués.
Quand il bat son défenseur, il ne s'arrête pas automatiquement pour prendre un jumper. Il peut aussi aller au cercle avec une vraie variété dans ses finitions. Main droite, main gauche, lay-up en extension, petit flotteur, angle modifié au dernier moment. Il a déjà plusieurs moves dans son bag. Il ne finit pas juste en ligne droite, il ajuste son corps en l'air, retarde parfois son geste, utilise le cercle pour se protéger, et ça c'est balèze. En gros, il a déjà cette espèce de sens du panier qui lui permet de scorer énormément de points facilement dès qu'il part en drive. Parce qu'en NBA, un ailier qui peut finir près du cercle sans dépendre uniquement de sa puissance, ça aura énormément de valeur. AJ a du toucher, de la coordination et assez d'explosivité pour finir fort en transition ou dans le trafic, donc il peut scorer de plusieurs façons, et ça force la défense à s'ajuster constamment face à lui. Après, comme chez beaucoup de prospects de 19 ans qui n'ont pas encore fini totalement de se développer physiquement, il peut lui arriver de manquer un petit peu de puissance au contact. Parce qu'AJ n'est pas faible, loin de là, mais physiquement, du point de vue de la carrure, il est loin des monstres NBA. Du coup, même en NCAA, il lui arrive de fuir un peu le contact, de prendre des tirs encore plus complexes et de perdre des ballons bêtement, alors que pour d'autres, il aurait seulement suffi de passer l'épaule. Mais là non plus, je m'en fais pas, tu le fais taffer 3 mois en salle de muscu et ça aussi ça peut vite se régler. Tu lui ajoutes quelques kilos bien placés et hop, immédiatement, son jeu peut changer de dimension. N'empêche que mine de rien, après faudra faire ça intelligemment pour qu'en contrepartie, il ne perde pas en fluidité, mais pour ça, je fais confiance au staff NBA, ils savent ce qu'ils font. Non, par contre, un secteur de jeu dans lequel j'aimerais qu'il continue ses progrès et qu'il continue à bien bosser, c'est le playmaking. AJ sait faire des passes, ça oui. Le problème, c'est pas qu'il soit aveugle ou incapable de lire le jeu, non, clairement pas. Souvent, ses intentions sont bonnes. Le truc, c'est que parfois, ça ne semble pas naturel chez lui. J'aime qu'il sache attirer les prises à deux, ressortir sur les shooters, et même parfois trouver le cutter, ou même jouer en pick and roll avec les intérieurs. Le principal problème, c'est que la passe n'arrive pas toujours au bon moment. Parfois, elle vient un peu tard, parfois, elle est un peu molle, et parfois, elle garde la balle une demi-seconde de trop. Et ça peut lui faire perdre des ballons un peu bêtement de temps en temps. Dibanda est un super scoreur, oui, mais à cause de ce petit défaut de playmaking, aujourd'hui, je ne peux pas assurer que dès la saison prochaine, il serait capable, en NBA, de mener une attaque et de la contrôler de A à Z. Ceci dit, là encore, je trouve pas ça dramatique, parce qu'il monte déjà des flashs, il progresse vite, et surtout, il attire tellement l'attention qu'automatiquement, ça libère ses coéquipiers. Donc pour moi, ce n'est pas un problème de vision pure, c'est un problème d'habitude, de lecture plus rapide, de maturité. S'il progresse là-dessus, il deviendra encore beaucoup plus dur à contenir pour les défenses. Parce que ouais, même si, ok, il n'est pas encore le meilleur passeur du monde, AJ, mine de rien, a un QI basket super développé, et ça c'est tout à son honneur, c'est une de ses vraies forces. Malgré ses facilités, il ne joue pas juste à l'instinct alors qu'il pourrait. Très souvent, il lit d'abord ce que la défense lui donne, il repère l'aide, il fait des passes, il s'ajuste. Sans ballon aussi, ça se sent, il sait plutôt bien où se placer, comment écarter le jeu, comment utiliser les espaces, et pour un joueur aussi jeune avec autant de talent, c'est super prometteur. Ça l'aide pour le scoring bien sûr, mais ça l'aide aussi dans ses passes, dans ses lectures, et c'est pour ça que je reste aussi optimiste concernant son développement. Attirer les défenses, fixer, lever la tête, donner la gonfle aux joueurs démarqués, tout ça il sait le faire, les intentions sont là. Bien sûr, des fois encore il s'enferme un peu trop, mais il sait réagir, et ça c'est vraiment propre. Même s'il doit encore améliorer sa qualité de passe, ses lectures, elles, sont souvent déjà très justes. Maintenant attention, les défenses NBA ne seront pas les mêmes l'an prochain, et ma crainte un peu à terme, c'est qu'il puisse devenir un scoreur unidimensionnel. Son impact dépend énormément des points qu'il marque, et parfois, je pense que je peux trouver qu'il manque un peu de polyvalence. En fait, quand il est dans un bon soir, il peut vraiment peser lourd sur un match, ça pas de doute. En revanche, quand ça rentre moins, il force, il perd des ballons, et son influence sur le match peut baisser drastiquement. Parfois, j'aimerais qu'il trouve un coéquipier en relais, qu'il joue un peu plus sans le ballon, plutôt que de vouloir à tout prix briller seul. C'est un axe de progression réel chez lui. Après, c'est pas non plus un red flag total, c'est plutôt une espèce d'étape classique à franchir chez ce type de scoreur aussi dominant. S'il apprend à mieux utiliser les autres et à peser même les soirs où ça rentre moins, son plafond pourrait encore exploser, et c'est pour ça que j'y tiens et que j'en parle aujourd'hui. D'ailleurs, c'est un petit peu la même chose pour la défense, parce que dans le secteur, pour commencer, ouais, il a de super outils. Taille, longueur, mobilité latérale, appui, coordination, main active, tout ça lui donne une base très sérieuse pour défendre sur plusieurs postes. Quand il s'implique, il peut rester devant son joueur, gêner avec ses bras, couper des lignes de passe, venir aider, mettre des contres. En gros, même sans être encore un défenseur accompli, il a déjà le profil du grand ailier capable de switcher partout, comme la NBA les aime. Vraiment dans le domaine, s'il se discipline, il a absolument tout ce qu'il faut pour devenir à terme un véritable two-way player. Le souci avec lui de ce côté-là du terrain, c'est surtout la régularité. Sur le porteur, il peut sortir de très bonnes séquences, rester devant, contester proprement, utiliser ses bras pour gêner, et puis derrière, il peut aussi se relâcher un peu, il peut un peu trop gamble, venir en aide bêtement et oublier son gars loin du ballon. Maintenant, j'ai l'impression que ça vient surtout d'un manque de discipline, un manque d'attention, donc rien de rédhibitoire non plus. Cependant, même si en NBA jusque-là ça passait à peu près, en NBA à terme, si ça progresse pas, ça pourrait devenir bien plus problématique. Et c'est dommage, parce que vraiment, il a tous les outils pour devenir, s'il se développe dans ce secteur, un défenseur élite à terme.
Quoi qu'il en soit, pour moi, c'est pas un cas désespéré, loin de là. Ce genre de problème se corrige mieux qu'un déficit physique, mais il faudra qu'il accepte de défendre avec sérieux sur la durée, pas juste par flash. S'il le fait, son profil change complètement, et s'il est si haut dans les mock drafts, c'est que sur certains flashs qu'il a montrés, justement, il semble tout à fait en mesure de progresser également dans ce secteur. Et ce qui rassure, c'est que AJ Dibonsa a la réputation d'être un bosseur, et surtout, il affiche vraiment un mental de compétiteur. On parle pas juste d'un joueur qui peut marquer des tonnes de points, c'est un joueur qui accepte le rôle d'option numéro 1, qu'il recherche même. Quand le match se tend, il ne disparaît pas, au contraire, il demande la balle, continue d'attaquer et assume d'être celui qui prend ses responsabilités. Toute la saison à BYU, il a assumé ce rôle de tête d'affiche sans jamais se cacher. Quand on le regarde, c'est flagrant, la confiance qu'il a en lui éclabousse littéralement les caméras. Il a ce genre d'instinct que seuls les plus grands scoreurs possèdent, et ça, je cache pas que je trouve ça super hypant. Il peut enchaîner les actions, imposer son rythme, chauffer sur plusieurs possessions et porter une attaque pendant plusieurs minutes. Après oui, il faudra cadrer cette confiance, l'optimiser, mieux la connecter au collectif, mais ça reste une vraie force. Si en NBA il débarque avec une telle mentalité, ça pourrait rapidement faire de lui une option 1 au scoring, même dans la grande ligue. Du coup, si avant de passer à la suite on fait un premier bilan, voilà ce que je retiens concernant Dibonsa. Il est un joueur qui possède déjà une bonne partie de ce que la NBA valorise le plus aujourd'hui. Un grand ailier capable de créer son tir, de scorer aux 3 niveaux, de finir près du cercle et d'encaisser beaucoup de responsabilités offensives. Sa base elle est déjà très solide. Après, il devra rendre son scoring plus propre, améliorer son playmaking et défendre avec sérieux sur la durée. En gros, il a surtout besoin d'être poli. AJ ne doit pas devenir un autre joueur, il doit juste devenir une version plus stable et plus complète de lui-même, et j'ai pas trop de doute sur le fait que ça viendra avec le temps. Et pour comprendre un peu plus quel type de joueur il peut devenir, il est grand temps de rentrer dans le jeu des comparaisons. Si vous me connaissez un petit peu depuis le temps, vous savez que j'aime pas trop ça, mais que je le fais parce que vous me le demandez. Et surtout que là, ça va être encore plus compliqué parce que Dibonsa, vraiment, c'est un joueur très difficile à caser dans une case. Cependant, dans les articles, il y a un nom qui revient très souvent, et je comprends pourquoi. C'est celui de Tracy McGrady. On retrouve ce côté grand ailier très fluide, capable de créer son tir au-dessus des défenseurs, avec de la taille, de la coordination et du shot-making. Il y a des séquences où il n'a pas besoin de grand-chose pour monter et marquer, et forcément ça rappelle un petit Mac. Après, il n'a pas le handle ni la propreté extérieure qu'avait McGrady à son meilleur niveau, mais dans le style et dans ce qu'il peut devenir dans le futur, ouais, il y a des similitudes. Après, si on veut prendre un joueur un peu plus actuel, et ça c'est une comparaison que j'ai moins trouvée, par contre je vais en parler parce qu'il y a certains détails que j'ai trouvé intéressants, c'est un R.J. Barrett. Pas dans la manière de jouer au détail près, mais dans la structure du joueur. Un ailier grand, agressif, qui vit avec beaucoup de ballons, qui cherche à scorer, à attaquer, à imposer son rythme. Et surtout, un joueur qui doit encore rendre son scoring plus propre, plus efficace, plus lisible pour passer un cap. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus réaliste comme point de départ en NBA. La force qu'il a, je pense, par rapport à un Barrett, c'est que son instinct de scoreur et la confiance qu'il a en lui, et donc son plafond final, semblent encore plus développés. D'ailleurs, si vous voulez aller encore plus loin là-dedans, en Dibonsa, parfois, on peut retrouver un petit peu du Paul George aussi. Un grand ailier fluide, capable de scorer à plusieurs niveaux avec un potentiel de two-way player. Le truc, c'est que Paul George Prime avait une finesse de jeu, un handle et une défense élite que Dibonsa n'a pas encore. Donc si on le cite, c'est surtout pour parler de ce qu'il peut devenir en atteignant son plafond, pas de ce qu'il est déjà aujourd'hui. Attention à ne pas faire d'amalgame. En gros, si on veut conclure cette partie, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, AJ se situe entre plusieurs profils. Un mix entre le style d'un Tracy McGrady pour la création et la fluidité, la palette d'un R.J. Barrett pour le rôle offensif, avec des flashs modernes à la Brandon Miller, si on veut ajouter encore un nom, et un plafond qui peut tendre vers Paul George à terme, si tout se développe parfaitement. Vous captez l'idée, c'est une copie de personne, c'est un profil hybride qui cumule plein de qualités intéressantes, et c'est bien pour ça qu'il intrigue autant les scouts. Et ce que je me dis, c'est qu'un profil comme ça, il peut faire du bien à peu près toutes les équipes en NBA, il peut fitter à peu près partout. Mais bon, vu qu'on parle du fit, j'ai quand même réussi à garder 3 teams à peu près cohérentes du point de vue de la loterie, dans lesquelles je verrais bien AJ se développer. D'abord les Nets de Rordy Fernandez, parce que l'équipe est encore en pleine reconstruction et qu'elle n'a pas aujourd'hui de vraie tête d'affiche offensive bien installée. Michael Porter Jr. est là, oui, mais je suis pas sûr qu'il fasse partie du projet à terme. Donc si AJ arrive là-bas, il peut très vite se retrouver avec beaucoup de ballons, beaucoup de tirs et une vraie place dans le projet. Pour moi, c'est un contexte qui pourrait lui permettre de se développer de manière optimale. Si on veut maximiser son plafond individuel, pour moi, c'est peut-être le meilleur spot. Ensuite, j'aime beaucoup le Jazz de Will Hardy. À Utah, il y a du talent intérieur, mais il manque encore un vrai créateur au périmètre capable de porter l'attaque. AJ remplirait exactement ce vide. Ace Bailey a un peu un profil similaire, oui, mais je n'aurais aucun problème à associer les deux joueurs, parce que là-bas, il ne serait pas obligé de tout faire tout seul. Il aurait du spacing, de l'aide au scoring, de la protection défensive derrière, et un cadre plus structuré, c'est pas mal. Je me dis que, encore une fois, pour son développement, ça pourrait être un cadre assez sain. Enfin, ma troisième équipe, c'est les Wizards de Brian Keefe. Le fit est plus particulier, mais il est super intéressant. Avec un créateur comme Trae Young pour attirer les aides et une présence intérieure comme AD, AJ pourrait scorer dans de meilleures conditions, apprendre à jouer davantage sans ballon et se développer dans un cadre plus compétitif sans avoir à tout porter dès le premier jour. Sur les ailes, lui pourrait s'occuper de l'attaque pendant que Coulibaly assumerait les missions défensives. Pour moi, il y a un vrai truc à imaginer, je pense, dans la capitale américaine.
Donc pour faire simple, Brooklyn si tu veux lui laisser un max de liberté, Utah si tu veux un cadre un petit peu plus propre, et Washington pour un minimum de compétitivité. Mais au fond, la question qui nous intéresse vraiment, elle est là, dans 5 ans. AJ Dibonsa, ce sera quel type de joueur NBA? Il est temps de se mouiller. Déjà, on ne parle pas d'un pari sorti de nulle part, on parle d'un freshman qui a terminé à plus de 25 points par match cette saison, qui a mené la NCAA au scoring et qui a confirmé qu'il pouvait déjà porter une très grosse charge offensive. Donc la base, elle est là. Avec lui, la vraie question, ce n'est pas tellement de savoir s'il sera bon, c'est surtout de savoir jusqu'où il peut vraiment aller. Et pour moi, je vais le dire, je pense qu'à terme, il a tout pour devenir une star offensive en NBA. Un grand scoreur créatif capable de planter des shoots aux 3 niveaux, de sanctionner en pull-up, d'attaquer les close-out, de finir près du cercle et de progresser suffisamment à la passe pour rendre les aides beaucoup plus compliquées. Là, tu peux avoir un joueur à 24, 25, 26 points de moyenne, plusieurs sélections All-Star Game et un vrai visage offensif pour une franchise. Si cette projection existe, c'est parce que son profil colle vraiment à ce que la NBA valorise le plus aujourd'hui. Et ça, c'est un petit peu dans un monde idéal, si tout se passe bien. C'est pour ça qu'il faut aussi accepter une version qui serait un peu moins excitante. Avec un développement moins optimal, AJ devient surtout un très gros scoreur sans forcément passer le cap superstar. En gros, le tir extérieur progresse mais ne devient pas une arme élite tous les soirs. Le playmaking reste bon sans vraiment tordre les défenses, et la défense reste trop irrégulière pour en faire un vrai two-way player. Là, on serait davantage sur un profil d'ailier capable de mettre une vingtaine de points, de faire de très belles saisons, mais sans être ce joueur qui change à lui tout seul le destin d'une franchise. Et attention, ce serait pas forcément un échec ou une mauvaise carrière, ce serait juste un développement et un parcours un petit peu moins fou en NBA que celui qu'on imagine pour un futur first pick comme lui. Alors mon vrai prono, si je tranche, c'est que dans 5 ans, AJ Dibonsa a de bonnes chances de devenir un ailier All-Star, quelque part entre une excellente deuxième option et une première option offensive crédible dans une bonne équipe. Un mec capable de tourner autour de 23-24 points, de gagner des matchs juste sur son talent, mais qui devra encore nettoyer certaines choses dans son jeu pour aller taper la catégorie des monstres. En gros, il doit surtout devenir une version plus disciplinée, plus stable et plus mature de lui-même, et il le peut. Parce que ouais, franchement, s'il arrive à se discipliner et à polir un peu son jeu, je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'AJ Dibonsa en NBA. Mais maintenant, je veux vraiment votre avis. Dans 5 ans, vous le voyez à quel niveau notre prospect du jour? Est-ce que vous êtes hypé? Dites-moi tout ça en commentaire et balancez vos takes, j'ai hâte de les lire. Puis si vous avez kiffé ce Airball Project aussi, si vous kiffez cette playlist, pensez à soutenir la vidéo en utilisant le boost. Non seulement ça la poussera dans l'algorithme, et ça c'est cool, mais en plus ça me montrera à moi qu'il faut que j'en fasse encore plus des Airball Project dans ce genre. Alors pour ne pas rater les prochains, abonnez-vous à cette chaîne parce que vraiment j'ai envie d'en faire un petit peu plus des prospects et des scouting reports de ce genre avant la draft. Donc ne manquez rien et moi je vous dis à très vite.